Je dois vous présenter l'histoire d'un pays slave, très proche du mien, si proche que lorsque les Polonais évoquent qu'ils vont en Ukraine, ils disent Jadę na Ukrainę. Alors quand ils parlent de la France par exemple, ils disent Jadę do Francji. Cette distinction n'existe pas en français. Do indique la direction d'un pays. Na concerne la direction d'une région. Donc ce pays est si proche historiquement et culturellement qu'il est considéré pas comme un pays étranger. L'Ukraine se dit en polonais et en ukrainien Ukraina. L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe en superficie. D'Europe en dehors de la Russie. Mais avec les événements actuels, on peut se poser la question, est-ce que la Russie est européenne? Depuis jeudi 24 février, pour la première fois depuis 1939, un État européen a réalisé une attaque ouverte contre un État indépendant. Tout comme Moscou partage la responsabilité dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, elle est responsable de la première guerre en Europe depuis 83 ans. Je veux commencer par 3 extraits d'un discours tenu à Kremlin le 21 février dernier. L'Ukraine n'est pas pour nous un simple pays voisin. Elle fait partie intégrante de notre propre histoire, de notre culture, de notre espace spirituel. Deuxième citation. L'Ukraine n'a jamais eu de tradition stable d'un véritable État. Depuis 1991, elle a suivi la voie de la copie mécanique des modèles étrangers détachés à la fois de l'histoire et des réalités ukrainiennes. Troisième citation. Permettez-moi de préciser que l'Ukraine moderne a été entièrement créée par la Russie, ou plus précisément par la Russie bolchevique et communiste. Signé Vladimir Poutine, le dictateur du Kremlin. Reprenons tout dès le début. Pour essayer de comprendre les bases du conflit déclenché par la Russie, je vous propose un survol de l'ethnogenèse du peuple ukrainien et de son pays. Vous comprendrez mieux ainsi la manipulation de l'histoire par le président russe. L'histoire de l'État de Kiev ou de la Rousse de Kiev est à la base du conflit historiographique entre les Russes et les Ukrainiens. Ces deux nations considèrent cette principauté médiévale comme la base historique de leur pays. Poutine l'a bien affirmé dans le discours que je viens de citer. Et j'ai employé le mot « russe ». Et ce n'est pas une erreur. Nous allons comprendre pourquoi je dis « russe » et pas « la Russie ». Cette démarche peut paraître surprenante pour les Français. Dans votre langue, il n'y a que le mot « Russie ». En russe, « Rossia ». Chez les Slaves, il y a aussi la Russe. En francisant, russe peut donner russien. Cela ne correspond pas à une nationalité, mais à une origine ethnique. Selon la théorie largement acceptée par les historiens aujourd'hui, le mot russe a été adopté par les Slaves à partir de la racine nordique, rot, employée par les Varegs, c'est-à-dire les Vikings, et notamment par un certain Rurik, un prince Vareg, fondateur au IXe siècle de la Rousse de Kiev. Ce mot a désigné au Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIIe siècle, les peuples slaves orientaux. On disait Ruchini et leurs États Russes. Ainsi, on peut évoquer les Russes proprement dit ou les grands Russiens, en slave Vielkorussi, mais aussi les Maorussi, les petits Russiens, les Ukrainiens. Il y avait aussi les Russes blancs,
ou les Bélarusses, les Russes noirs, les Russes rouges, etc. Mais restons chez les Malorusses, les petits Russiens, chez les Ukrainiens. En 989, soit un siècle après la fondation de la Rousse de Kiev par Rurik, le Vareg, le prince Vladimir se convertit au christianisme orthodoxe qu'il impose à son peuple, resserrant ainsi le lien avec Byzance. Par contre, la Pologne, elle fut baptisée juste avant, en 966, mais elle l'a fait dans le rite catholique romain, ce qui est une exception dans le monde slave. Au XIe siècle, cette principauté rousse de Kiev forme le plus grand État d'Europe. Je parle par sa superficie. Mais cela ne dure pas. En raison des partages féodaux et surtout des invasions mongoles qui finissent par dominer cette partie de la Rousse de Kiev, le pays disparaît pratiquement. Et au XIIIe siècle, un pays voisin, le Grand-Duché de Lituanie, profitant justement du vide laissé par la chute de l'Empire mongol, prend le contrôle de la majeure partie de ce qui était jadis la Rousse de Kiev. Désormais, l'État lituanien s'étend de la Baltique à la mer Noire. Mais au XVe siècle, le grand prince de Moscovie, ou du Grand-Duché de Moscou, Ivan le Grand, c'est pas encore le terrible, s'empare d'une partie de la Rousse de Kiev. La perte de ces territoires par la Lituanie et surtout le renforcement de la Moscovie constituent désormais une menace pour le Grand-Duché de Lituanie. Alors du coup, la Lituanie signe une alliance avec sa voisine, la Pologne. Puis, en 1569, dans l'union de la République de deux nations. C'est une structure en avance pour l'époque. C'est une monarchie élective, parlementaire, démocratique, multiethnique et multireligieuse. Mais vous remarquerez sur cette carte de densité urbaine que l'Ukraine, pratiquement en jaune ici, est plutôt vide de villes. On parlait alors des steppes sauvages d'Ukraine. Et là apparaît le nom d'Ukraine qui veut dire littéralement la bordure du pays ou la marge de la Pologne ou de la République de deux nations. Progressivement, l'influence polonaise pénètre sur ces steppes en marge de la République de deux nations. La noblesse de ces territoires ukrainiens se polonise et se convertit au catholicisme. Une partie même du haut clergé orthodoxe se rapproche de Rome pour former une nouvelle église suite au concile de Brest-Litovsk en 1596. Cette nouvelle église, ça sera l'église gréco-catholique ukrainienne. On parle aussi des uniates. À partir du XVe siècle, sur les steppes ukrainiennes apparaissent les Cosaques, Kozaki, en ukrainien et en polonais. C'est un nom d'origine turque, kazakh, voulant dire aventurier, bandit ou même mercenaire. Il s'agit d'un groupe multiethnique, avec un fort pourcentage de paysans rutènes orthodoxes, c'est-à-dire ukrainiens orthodoxes, mais comprenant aussi de nombreux fugitifs de Lituanie, du Royaume de Pologne, de la Moscovie, de la Moldavie, etc. Ces gens fuient l'autorité et, en partie, ils refusent la servitude et l'assimilation à la Pologne. Et tout naturellement, ils se réfugient dans ces steppes sauvages d'Ukraine. Et là, ils forment des villages à caractère militaire. Le royaume de Pologne les tolère et les utilise même contre les Tatars, puis à partir du XVIe siècle, contre les Turcs ottomans.
Mais cela ne va pas durer. Certains considèrent cette polonisation comme une colonisation. Ce fut le cas notamment de Bogdan Khmelnytsky, chef militaire et politique des Cosaques d'Ukraine. Et il est à l'origine, en 1648, d'un soulèvement contre la noblesse polonaise. En même temps, il se rapproche de la Moscovie. Suite au soulèvement victorieux pour les Cosaques, justement en 1654, la partie orientale de l'Ukraine s'émancipe du pouvoir de la République de deux nations et se constitue en État autonome qu'on appellera le Hetmanat cosaque. Bogdan Khmelnytsky est un véritable héros, une légende en Ukraine, le symbole de la résistance cosaque. Mais son Hetmanat a aussi été marqué par des massacres de Polonais, d'Uniates et surtout des Juifs. Il est responsable de la mort, et souvent atroce, des dizaines de milliers de Juifs d'Ukraine. Ce sont en fait les premiers pogroms d'envergure. En 1667, suite au traité d'Andrusovo entre la République de deux nations et la Moscovie, l'Ukraine est partagée en deux. Une partie est placée sous le protectorat de la Pologne, l'autre sous le protectorat de la Moscovie. Le clivage entre le nord-ouest orthodoxe, mais d'influence polonaise et lituanienne, c'est-à-dire occidentale, et le sud-est, soumis d'abord aux Tatars et aux Ottomans, puis conquis et colonisé par l'Empire russe, apparaît très tôt, et ce clivage, nous le retrouvons aujourd'hui. Le nord-ouest est plutôt pro-européen, et il se méfie de l'influence russe, tandis que le sud-est est pro-russe, et se méfie de l'influence occidentale. À la fin du XVIIIe siècle, suite à la disparition de la République de deux nations, partagée entre l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et la Prusse, l'Ukraine passe totalement sous le contrôle de la Russie. Le 20 novembre 1917, après que le parti bolchevique, avec Vladimir Ilyich Ulyanov et dit Lénine, réalise le coup d'État contre le gouvernement social-démocrate de Kerensky, la Rada, c'est-à-dire le Conseil ukrainien, profitant du désordre révolutionnaire, proclame la République démocratique d'Ukraine, un État libre et souverain, séparé de la Russie. Cette indépendance est confirmée le 22 janvier 1918 et le 29 avril de la même année, M. Khrouchtchevski est élu officiellement président de la République populaire d'Ukraine. Mais vers la fin de l'année 1919 et dans la première moitié de 1920, l'armée rouge occupe toute l'Ukraine et l'intègre à l'URSS. La partie occidentale, ex-autrichienne, du nom de la Galicie, elle est rattachée à la Pologne avec la ville de Lvov, Lemberg autrichien, Lviv aujourd'hui en Ukraine. Entre 1932 et 1933, c'est une autre histoire. Une terrible famine sévit en Ukraine. Elle est volontaire. Les autorités communistes de l'Union soviétique imposent à l'Ukraine ce qu'on appelle Holodomor, en ukrainien Gowodomor, mot signifiant extermination par la faim. Contrairement à l'Holocauste, ce terme n'est pas dans nos esprits et il ne figure pas non plus sur la liste des crimes contre l'humanité. Explication. L'Ukraine était le grenier à blé de l'URSS, mais elle s'est opposée à la collectivisation des terres. Staline a lancé alors en Ukraine ou sur l'Ukraine des brigades de choc constituées surtout des membres de jeunesse communiste. En Chine, on parlera des gardes rouges et ils commettront des exactions comparables. Les fermes sont fouillées, dépouillées des réserves de graines.
Le 7 août 1932, Moscou promulgue la loi des épis. Cela signifie que garder sur soi quelques graines de blé ou de seigle pouvait se terminer par la peine de mort. Au mois de décembre 1932, le Parti communiste de l'URSS impose en plus une interdiction de quitter son village sans autorisation du parti. Les barrages de l'armée bloquent les routes. Le piège est fermé. Ce n'est pas mieux que ce que les nazis feront dans le ghetto de Varsovie. Cette photo n'est pas du ghetto, ce sont des enfants ukrainiens. Et les historiens signalent de nombreux cas de cannibalisme. Les plus jeunes sont les plus vulnérables, les premières victimes. Les gens meurent de faim et de froid. L'Ukraine est devenue un mouroir et on estime à 5 millions le nombre de victimes. Comme cela se passe à l'époque stalinienne, je dois vous présenter une citation d'un grand homme qui a bien connu l'URSS. Je parle de Solzhenitsyn. Il a dit « Le stalinisme n'existait ni en théorie ni en pratique. On ne peut parler ni de phénomène stalinien, ni d'époque stalinienne. Ces concepts ont été fabriqués après 1956 par la pensée occidentale de gauche pour garder les idées communistes. Quelques années plus tard, entre 1937 et 1939, durant ce qu'on appellera les purges staliniennes, plusieurs millions d'Ukrainiens accusés de nationalisme sont exécutés ou envoyés vers le camp de travail soviétique. Poutine dit que l'Ukraine fait partie de la Russie. Comment voulez-vous que les Ukrainiens puissent accepter cela après un tel traitement? En septembre 1939, conformément au pacte germano-soviétique, la Pologne est occupée à l'ouest par le Troisième Reich. L'est de la Pologne, avec la Volhynie, est envahi par les Soviétiques. L'Union soviétique annexe les régions polonaises à majorité ukrainienne. Les régions à majorité ukrainienne de Roumanie suivront au mois de juin 1940. Un peu plus tard, pendant l'été 1941, après l'attaque de l'Union soviétique par les Allemands, l'opération Barbarossa, autrement dit, ces derniers, c'est-à-dire les Allemands, sont reçus en libérateurs par une partie de la population ukrainienne. Ils les accueillent avec du pain et du sel, la tradition slave, tout en espérant que les Allemands les libéreront des Soviétiques et permettront la formation d'un pays indépendant. Les historiens estiment que plus de 220 000 Ukrainiens se sont engagés aux côtés des forces allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Cela principalement pour combattre le régime soviétique. Après la guerre, l'Ukraine fait partie totalement de l'URSS. En 1989, après la libération du régime soviétique par Mikhaïl Gorbatchev, puis la disparition de l'URSS, le Parlement ukrainien adopte le 16 juillet 1990 la déclaration sur la souveraineté politique de l'Ukraine. L'indépendance complète de l'Ukraine est proclamée le 24 août 1991 et elle est confirmée par le référendum organisé le 1er septembre 1991. Et 90,5% des électeurs ukrainiens votent pour l'indépendance. Je vous rappelle que Poutine a déclaré que l'Ukraine fait partie intégrante de l'histoire russe, de sa culture, de son espace spirituel. Il a dit aussi que l'Ukraine n'a jamais eu de tradition d'un véritable État. Nous avons vu que l'ethnogenèse de cette nation est longue et souvent contrariée. L'invasion dramatique de l'Ukraine par la Russie participe cependant au renforcement du nationalisme ukrainien et de l'identité ukrainienne. Et c'est déjà un échec pour les dictateurs russes.
d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes tous les Ukrainiens. Ce que j'ai mis sur cette affiche en ukrainien, mais vsi Ukrainцы. Et nous sommes tous solidaires avec le pays. Merci.